Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas à Bruxelles, mais nous nous trouvons à Zignaré, à quelques kilomètres de Ouagadougou, dans la résidence du président du Burkina Faso, M. Blaise Compaoré. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Dans quelques jours, vous êtes en Europe, une triple visite à Bruxelles, à Maastricht. Quel est le message que vous viendrez porter en Europe? Est-ce que c'est un message d'espoir ou un message de crainte? D'abord, c'est un message d'amitié, saluer les efforts de l'Union européenne, de la Belgique, efforts consentis pour le Burkina Faso dans ses efforts de développement, mais aussi présenter à l'Europe ce qu'est le Burkina aujourd'hui, un peuple engagé dans le développement et la démocratie, et un peuple qui a besoin de solidarité pour accomplir ses ambitions en matière de développement. Est-ce que vous êtes porteur d'un message global de toute cette région d'Afrique ou vous venez uniquement en tant que président du Burkina? On vous présente comme le nouveau message. Il y a certainement un message pour de l'Afrique, car lorsque nous parlons du Burkina, nous ne pouvons que parler de l'Afrique aujourd'hui qui consent d'énormes efforts pour assurer en même temps et la démocratie, mais aussi assurer le développement pour les populations. Une Afrique qui a besoin d'être mieux comprise, qu'on sache qu'à côté des difficultés, à côté des drames, il y a des forces qui montent, il y a des forces qui avancent, qui créent. Il y a des initiatives qui sont là et qui attendent la solidarité d'autres pays, d'autres nations pour s'épanouir davantage. Je parlais de crainte dans ma première question. Est-ce qu'il n'y a pas du côté de l'Afrique noire, de l'Afrique subsaharienne, une crainte de voir l'Europe se détourner de l'Afrique centrale pour consacrer ses ressources soit à l'Europe de l'Est, soit à la Méditerranée? Nous sommes aussi à quelques jours de la conférence euro-méditerranéenne. Je ne dirais pas une crainte, c'est même l'impression que l'Afrique a aujourd'hui, c'est de sentir qu'elle n'est pas prise en compte à un niveau, au niveau qui doit être le sien, c'est-à-dire à un niveau des relations historiques et de peuples qui existent entre l'Europe et l'Afrique. Je crois qu'il y a à ce niveau des impressions négatives. C'est ça, l'Europe n'assume pas sa responsabilité historique. L'Europe fait ce qu'elle peut faire, certainement, parce que l'Europe aussi a ses difficultés, vous le savez bien. Parfois, quand nous regardons ce qui se passe en Europe, nous avons aussi parfois peur de ces phénomènes, que ce soit de violence, de chômage qui a l'air d'affecter l'Europe plus que l'Afrique, parfois quand on regarde. Alors tout cela, nous disons que l'Europe fait ce qu'elle peut faire, mais à côté, l'Afrique, bien sûr, pour des raisons historiques, a besoin de savoir que l'Europe fait toujours un peu plus. Est-ce que l'image de l'Europe n'est pas en train de se ternir, notamment en raison de certaines incohérences? Vous parliez des violences, vous faisiez, je suppose, allusion à l'ex-Yougoslavie. Est-ce qu'il n'y a pas un déficit d'image de l'Europe ici, en Afrique, depuis quelques années? Est-ce qu'on n'aura pas tendance à se tourner vers les États-Unis, par exemple, ou vers d'autres puissances, le Canada? Vous savez, les États-Unis, c'est loin à la fois pour l'histoire et pour l'économie vis-à-vis de l'Afrique. L'Europe reste un partenaire visible, le partenaire le plus visible pour l'Afrique. L'Afrique, justement, a besoin de sentir cette Europe et c'est bien le cas que nous ayons renouvelé nos accords avec donc ACP Union européenne, qu'avec la Méditerranée, il y a des efforts qui sont faits. C'est concret et je crois que ça peut stimuler un peu notre coopération. La révision des accords de Lomé qui était prévue et qui s'est faite il y a quelques jours, vous satisfait-elle en tant que telle? Est-ce que notamment, par exemple, la clause qui lie le respect des droits de l'homme à certaines aides économiques vous paraît une clause juste? C'est pas de l'ingérence? Non, nous pensons qu'il faut que la démocratie, le respect des droits de l'homme, ce sont des revendications de toutes les populations africaines.
Et aujourd'hui, vouloir assumer ses devoirs dans le développement et oublier cet aspect, c'est comme aller un peu à l'encontre du choix des peuples, des aspirations fondamentales de nos populations. Donc il s'agit pour l'Europe et l'Afrique, je crois, non pas d'aller en guerre sur cette question, mais d'accepter qu'on peut ensemble, solidairement faire avancer et le développement et la démocratie en Afrique. Je crois que c'est cette compréhension que nous avons. Mais il ne s'agit pas d'une guerre entre l'Europe et l'Afrique sur les questions de la démocratie. Donc pour vous, le développement et la démocratie sont intimement liés. L'un ne va pas sans l'autre. Il est certain qu'aujourd'hui, le développement, c'est d'abord faire assumer à tous des responsabilités, ce qui veut dire libérer des initiatives, libérer le génie, libérer le travail des populations, ce qui, bien sûr, coïncide avec les aspirations démocratiques. C'est cela aussi le développement. Maintenant, nous disons que l'Afrique a besoin aussi, pour atteindre un stade donné de développement, d'assurer le bien-être social, la santé, d'assurer la formation de ses fils, l'éducation, l'instruction. Et c'est à ce moment que nous avons besoin des concours des Européens pour renforcer les infrastructures éducationnelles et de santé, par exemple. Vous êtes convaincu de la nécessité de développer à la fois l'économie et la démocratie, mais est-ce que tous vos partenaires dans la région sont aussi convaincus que vous de cette nécessité? Je veux dire, on vient d'exécuter 9 personnes au Nigeria. Quelle est votre réaction là-dessus? Oui, mais les réactions, c'est pénible pour l'Afrique de voir ce moment-ci des attitudes, des scènes de ce genre. C'est pénible pour tous les Africains. Mais comme vous devez le savoir, que ce soit en Europe, en Amérique, les sociétés, les régimes politiques évoluent toujours différemment. Il y a ceux qui avancent plus que d'autres. Et il faut en tenir compte, bien sûr, mais c'est une situation que nous pouvons aussi voir en Amérique, en Afrique, où les États n'évoluent pas de la même façon, ne respectent pas de la même façon les droits de l'homme, les principes élémentaires de la vie humaine. C'est ça. Vous êtes convaincu de cet état de choses, vous, en tant que président du Burkina, et on l'a dit, le Burkina est un modèle de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a une méthode Campaoré pour le développement et la démocratie? Et il n'y a pas pour la démocratie. La démocratie et le développement simultané. Oui, nous essayons de fusionner tout cela et de fixer pour l'ensemble de la société, pour le peuple, pour les institutions, des objectifs visibles et clairs et simples, qui sont compréhensibles par tous. Je prends par exemple 3 points de repère, points de référence, c'est bien sûr la bonne gouvernance, c'est-à-dire la gestion rigoureuse des ressources publiques. Le pays doit mériter son nom. Voilà, le pays des hommes intègres, suffisamment de recettes, dépenser le moins possible, sauf dans ce qui est intéressant pour la production, pour l'avenir. Deuxièmement, c'est bien sûr stimuler la production au niveau de tout le monde, tout en respectant l'environnement. Donc, mobilisation sociale en faveur de l'environnement. Et troisième objectif, repère, c'est bien sûr la cohésion sociale, dans le dialogue social entre gouvernants et gouvernés pour assurer une paix sociale indispensable à toute œuvre de développement. On a le sentiment que vous insistez beaucoup sur la pédagogie de la démocratie. Il faut faire comprendre aux gens. Il est certain que sans la compréhension des phénomènes, les gens pensent que c'est quelque chose qui vous tombe du ciel, c'est des vertus qui n'appartiennent qu'à d'autres peuples. Et ça, c'est là où il y a le danger de faire entrer, intérioriser de tels phénomènes. Donc il faut cette pédagogie, il faut faire comprendre que c'est dans l'intérêt de la personne humaine, c'est dans l'intérêt de la société,
Et ça, c'est important. En même temps, il ne faut pas aller trop vite. Peut-être que votre prédécesseur avait voulu aller trop vite, lui. Oui, c'est vrai que notre expérience a montré ici que par moment, on a, par le passé, comme vous venez de le dire, nous avons mis en avant le développement tout en minimisant les aspects démocratiques, les aspects droits de l'homme, liberté de l'homme, alors que tout cela fait partie du développement. C'est-à-dire que l'homme, son épanouissement, c'est bien sûr les biens matériels, le bonheur matériel, mais c'est en même temps ces libertés qui sont conquises. Les peuples d'Afrique occidentale ont eu à souffrir il y a quelques mois une dévaluation importante du franc CFA. Pour eux, ça a été une grande épreuve. Je crois que les gens dans la rue se sont rendus compte que la vie augmentait très fort. Le coût de la vie augmentait très fort. Le peuple a encaissé assez fort, peut-être un peu moins au Burkina finalement, et vous nous expliquerez comment vous avez fait, mais a encaissé très fort et de plein fouet cette dévaluation. Oui, mais c'est tout simplement parce que le peuple avait été engagé dans des habitudes de consommation qui n'avaient rien à voir avec sa productivité, avec la production qui était réalisée dans nos États. Et il fallait, avec ce choc, ramener en quelque sorte les citoyens à voir les réalités, à savoir que la consommation doit aller de pair avec la production. Donc ce phénomène, bien sûr, tout en ayant des conséquences, je dirais, néfastes pour surtout les populations urbaines, car vous savez bien qu'il y a les producteurs de coton, les orpailleurs et bien d'autres éleveurs qui sont très satisfaits de ce changement de parité. Pour les éleveurs notamment, ça fait exploser les exportations. Paysans, producteurs. Alors, donc, il fallait ce choc pour stimuler la production intérieure, la production locale, stimuler les exportations, et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Et nous pensons qu'avec le temps, on verra plus clair que ce choc monétaire pour eux va être exploité par nos sociétés de façon bénéfique pour la construction de notre avenir. Reste un gros problème, c'est la dette extérieure de vos pays. Une dette dont on aurait pu peut-être espérer qu'elle soit au moins en partie épongée. Est-ce que vous pensez que l'Occident en général a fait un effort suffisant, un effort comparable à celui que les populations africaines ont dû faire? Ben jusque-là, nous attendons. C'est vrai que les gestes ont été faits en cette direction pour annuler certaines dettes, mais il reste encore aujourd'hui en Afrique que le poids de la dette constitue un danger pour le progrès des économies africaines. Et ça, nous soulignons toujours cet aspect auprès de nos partenaires, des bailleurs de fonds, afin qu'une solution définitive soit trouvée à cette question. Surtout lorsque nous pensons aujourd'hui que même l'annulation de la totalité de la dette africaine aujourd'hui ne peut avoir de conséquences sur l'économie mondiale, l'économie du Nord. Et c'est là nous ne comprenons pas pourquoi il n'y a pas un geste vigoureux dans cette direction. Vous ne désespérez pas? Mais nous continuons de discuter et chaque jour nous sentons qu'il y a une compréhension de plus en plus grande. Et lorsque nous voyons que dans des instances comme celle de la Banque mondiale, on commence à discuter de cette question sérieusement. L'ajustement structurel voulu par le FMI risque aussi de poser un certain nombre de problèmes à la population. Est-ce que vous ne craignez pas que, s'il est trop dur, cet ajustement ne risque pas justement d'étouffer la démocratie? Oui, ce que nous voulons avec les institutions, et nous le leur disons lorsque nous discutons, c'est de partir de ce que nous pouvons faire, mais pas de ce qu'elles pensent que c'est juste pour l'ajustement. Ouais. Il faut qu'on parte sur des mesures que nous pouvons réaliser. Voilà un peu les discussions que nous avons, et avec le Burkina Faso, je dois dire que nous arrivons à nous comprendre. Et
Ensuite, nous ne voulons pas au Burkina voir cet ajustement comme un phénomène extérieur à nous. Non. Il y a des réalités qui sont là. Quand vous gagnez 100 francs, il ne faut pas chercher à dépenser 200. Et ça, nous sommes d'accord avec ce principe de l'ajustement. Et à partir de ce moment, il faut mettre en place les mécanismes de gestion, de restructuration, de réformes susceptibles de stabiliser, d'équilibrer nos finances publiques et de relancer la machine de production. Nous croyons qu'il n'y a pas de difficulté à comprendre cela. C'est une nécessité pour nous. C'est une nécessité, ça veut dire aussi privatiser un certain nombre de services qui étaient assumés par le public jusqu'ici. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas là un danger de néocolonialisme? Certains disent les économies africaines, en se privatisant, se vendent à nouveau à des capitaux européens, français notamment. Oui, il faut dire le problème c'est quoi? Lorsqu'un service est public, un service est rendu par le public, donc le service public, il faut que ces services soient à la hauteur. Si ces services sont déficitaires, comme nous avons parfois le cas en Afrique, mais la seule façon de poursuivre ce service pour le public, c'est de faire assumer la responsabilité de ce service par d'autres, que ce soit le privé, pour les populations. L'essentiel, c'est d'avoir toujours le transport en commun, le chemin de fer, ceci, cela. Ensuite, il faut dire que dans les mécanismes qui sont mis en place, lorsqu'il s'agit de privatiser, nous faisons d'abord appel aux privés nationaux. C'est lorsque les privés nationaux sont incompétents et sont dans l'incapacité de prendre en charge les actions, la privatisation, que nous ouvrons au capital étranger. Alors tout cela constitue des garde-fous pour permettre que cette privatisation ne soit pas une braderie. Et vous pensez qu'il y a moyen de tenir la ligne entre les deux, savoir privatiser, rendre plus efficace et ne pas recoloniser? Je dois dire que historiquement, l'État africain avait pris trop de charges dans les services. Peut-être qu'il y a de cela un moment, le café se vendait bien, il y avait de l'uranium par-ci, du cuivre par-là. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'État, même en Europe, l'État n'assume pas tout. On se rend compte qu'il faut désengager l'État. Ça, c'est une nécessité pour s'occuper des tâches qui sont de devoirs qui paraissent plus essentiels, comme la santé, l'éducation, les infrastructures de route, etc. Alors, donc, les privatisations constituent pour nous des nécessités, représentent comme des nécessités qu'il faut opérer pour stabiliser en fait les sociétés, pour permettre à l'État, qui n'a plus les capacités de tenir, de faire assurer ces services voulus par les populations, par d'autres, sans bien sûr aller dans des braderies, comme je le disais tout à l'heure. Bien. Alors, si vous ne craignez pas que le fossé risque de s'agrandir, dans les sociétés africaines comme dans les sociétés européennes d'ailleurs, entre une minorité de gens qui vont profiter du libéralisme, une petite bourgeoisie, une énorme majorité de gens qui vont en souffrir. Comment faire pour éviter ça, cette dualisation? Comment faire? C'est pour cela que nous mettons l'accent sur la production. Et la production, quand vous prenez un pays comme le Burkina, c'est 80% de population qui sont dans le monde rural, qui travaillent la terre. Les micro-entreprises, non? Voilà, il faut d'abord que ces 80% puissent gagner davantage en produisant plus. Il faut améliorer les méthodes culturelles, il faut améliorer donc les outils de production, etc. La commercialisation de leurs produits. Ensuite, il y a ce monde d'artisans, de petits métiers, qu'il faut aussi aider. Et nous sommes en train de mettre des structures de financement, même pour le secteur informel, ce qui se voit rarement, au niveau des femmes et pour leurs activités rémunératrices, etc. Alors, voilà donc engager les PME, PMI, et engager donc l'essentiel des forces de production dans une production réelle. Nous pensons que c'est de là que chacun pourra tirer des ressources nécessaires
à son bien-être, au bien-être social et de l'individu. Alors, c'est donc dire que c'est ce mouvement de travail que nous voulons, de production, c'est cela qui est essentiel pour une société que je connais, qui est celle du Burkina Faso, qui n'a pas, vous avez pu le constater, nous ne sommes pas encore à des grandes sociétés d'industriels, mais c'est l'aspect des petites initiatives locales, individuelles, c'est cela qui peut faire avancer notre société. Très bien. On a parlé du mal développement de l'Afrique. Dans les années 60, l'Afrique était, disons, au même niveau que certains pays asiatiques. Or, la Thaïlande et la Corée ont démarré. Et par exemple, pour parler d'autres pays, pas du Burkina, la Côte d'Ivoire et le Congo ont plutôt stagné. Comment expliquer cette différence? Est-ce que vous avez une explication? On ne peut pas dire qu'il y a une explication. Est-ce qu'il y a un mal africain? Une explication scientifique à cela. Mais il faut seulement constater que dans l'histoire, l'évolution n'a pas toujours été uniforme pour toutes les sociétés. Et il y a eu des moments de l'histoire où le développement c'était beaucoup plus au niveau des pharaons, des Grecs, des Romains, c'est ça, hein, des Arabes, etc. Et donc nous sommes, je crois, aujourd'hui tous en train de chercher les explications sur ce qui a permis à l'Asie d'aller en 30 ans, de faire un pas beaucoup plus grand que l'Afrique, même si l'Afrique aussi a quand même progressé. Il faut reconnaître que vous prenez 30 ans, il y a des pays qui sont aujourd'hui à 80-90% de scolarisation, qui étaient peut-être à 5 ou 2%. Donc c'est déjà important à souligner. Mais il faut savoir que l'Asie a quand même eu beaucoup de ressources. Des ressources financières qui ont permis la mise en place d'infrastructures, d'équipements, d'infrastructures industrielles. Et ça a constitué, je crois, un élément aussi dans le mouvement de l'Asie. Alors pour revenir à votre pays, vous êtes optimiste pour l'avenir du Burkina. Est-ce que vous pensez que bien qu'étant un des pays objectivement les plus pauvres du monde, vous pourrez vous en sortir? Je crois qu'au Burkina, vous avez eu vous-même le temps de faire le tour. Vous avez vu que même dans les villages les plus reculés, il n'y a pas, on n'a pas trouvé un peuple qui a l'impression d'avoir capitulé devant l'histoire, devant les difficultés de la nature, des événements. Je dois dire que nous restons confiants en nous disant que l'essentiel c'est de savoir se prendre en charge et s'appuyer d'abord sur ce que nous pouvons réaliser pour nous-mêmes, pour le pays, et ensuite nous ouvrir à d'autres pour nous épauler dans nos efforts. C'est dire que naturellement, au Burkina, nous restons face aux situations, aux difficultés, assez confiants, parce que nous pensons que les solutions, c'est d'abord nous-mêmes qui devons les trouver contre la détérioration de l'environnement, contre l'insuffisance de production, contre les instabilités, etc. Nous sommes conscients de cela et je dois dire qu'en poursuivant les objectifs que nous nous sommes fixés, qui, je vous le disais, bonne gestion, production et cohésion sociale, donc le dialogue social à travers donc la mise en place progressive de la démocratie, il est certain qu'on s'en sortirait. J'ai encore deux questions à vous poser. On arrive à la fin de cette émission, Monsieur le Président. Une sur l'armée. Très longtemps dans les pays africains, l'armée a été un facteur de déstabilisation, un facteur incertain. Est-ce que vous pensez que vous êtes vous-même militaire de métier, militaire de carrière, est-ce que vous pensez que ce problème est en voie de règlement au Burkina et ailleurs dans les pays de la région? Oui, je crois que de plus en plus les militaires sont impliqués dans les processus de démocratisation, c'est-à-dire ce ne sont plus des corps à l'extérieur du mouvement général de la société, et le soldat, il comprend aussi ces phénomènes.
Et de plus en plus, il sera difficile de mobiliser des militaires pour constituer un corps politique dans la société. Ça, je le crois. Et l'environnement aussi, aujourd'hui, je dois dire, pèse sur tout le monde. C'est-à-dire que les militaires, comme les autres forces occultes qui auraient pu, par des voies non démocratiques, accéder au pouvoir, je crois que tout cela peut être remis en cause par la communauté internationale, par la sanction morale de la communauté internationale. Et de plus en plus, je sens que les armées se veulent républicaines. C'est ce que je constate en Afrique. L'autre danger que nous avons, c'est bien sûr pour ces armées, c'est, comme on le dit parfois, la tribalisation. C'est-à-dire que l'écueil qu'il faut éviter aujourd'hui, c'est de ne pas construire des armées véritablement nationales qui ne peuvent qu'être républicaines, mais de faire des armées, je dirais, ethniques, fortement tribalisées, dont on ne peut pas, sur le plan des principes démocratiques, les situer dans un système de droit. Donc, une dernière question à laquelle je tiens. Je l'ai dit, vous êtes un pays très pauvre, mais vous organisez très régulièrement un festival de cinéma, le FESPACO, et on sent que pour le Burkina, la culture est importante. Est-ce que vous pensez qu'on peut être très pauvre et avoir une soif de culture? Oui, je vous parlais tout à l'heure des problèmes économiques en disant que le Burkinabé, malgré les difficultés qu'il rencontre, que ce soit au village, en ville, vous voyez des gens qui ne désespèrent pas, qui ne démissionnent pas. Des gens qui veulent rester eux-mêmes burkinabés avec leurs problèmes, mais qui espèrent qu'ils vont sortir de ces difficultés par le travail, par la coopération avec le voisin, avec d'autres. C'est ça. Donc cela veut dire que pour nous, l'identité est importante dans la vie. Oui, c'est ça. Il faut que nous puissions être nous-mêmes. Et le cinéma, la culture, tout cela, ce sont des vecteurs qui nous permettent de parler de nous-mêmes, de dire ce que nous sommes, ce que nous voulons, de nous présenter aux autres. C'est cela, c'est ce qui nous permet de garder notre identité, de nous présenter comme autrement. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci à tous les spectateurs qui nous ont suivis jusqu'ici. La semaine prochaine, on reste un peu dans le même ordre d'idées, dans le même thème, puisque nous parlerons de la conférence euro-méditerranéenne qui se tiendra à Barcelone. Merci de votre attention. À la semaine prochaine. Saluer les efforts de l'Union européenne, de la Belgique, efforts consentis pour le Burkina Faso dans ses efforts de développement, mais aussi présenter à l'Europe ce qu'est le Burkina aujourd'hui, un peuple engagé dans le développement et la démocratie, et un peuple qui a besoin de solidarité pour accomplir ses ambitions en matière de développement. Est-ce que vous êtes porteur d'un message global de toute cette région d'Afrique ou vous venez uniquement en tant que président du Burkina? On vous présente comme de nouveau vos messages. Il y a certainement un message pour de l'Afrique, car lorsque nous parlons du Burkina... De l'Afrique centrale pour consacrer ses ressources soit à l'Europe de l'Est, soit à la Méditerranée. Nous sommes aussi à quelques jours de la conférence euro-méditerranéenne. Je ne dirais pas une crainte, c'est même l'impression que l'Afrique a aujourd'hui, c'est de sentir qu'elle n'est pas prise en compte à un niveau, au niveau qui doit être le sien, c'est-à-dire à un niveau des relations historiques et de peuples qui existent entre l'Europe et l'Afrique. Je crois qu'il y a à ce niveau des impressions négatives. C'est ça, l'Europe n'assume pas sa responsabilité historique.
Nous ne pouvons que parler de l'Afrique aujourd'hui qui consent d'énormes efforts pour assurer en même temps et la démocratie, mais aussi assurer le développement pour les populations. Une Afrique qui a besoin d'être mieux comprise, qu'on sache qu'à côté des difficultés, à côté des drames, il y a des forces qui montent, il y a des forces qui avancent, qui créent. Il y a des initiatives qui sont là et qui attendent la solidarité d'autres pays, d'autres nations pour s'épanouir davantage. Je parlais de crainte dans ma première question. Est-ce qu'il n'y a pas du côté de l'Afrique noire, de l'Afrique subsaharienne, une crainte de voir l'Europe se détourner de... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas à Bruxelles, mais nous nous trouvons à Zignaré, à quelques kilomètres de Ouagadougou, dans la résidence du président du Burkina Faso, M. Blaise Compaoré. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Dans quelques jours, vous êtes en Europe, une triple visite à Bruxelles, à Maastricht. Quel est le message que vous viendrez porter en Europe? Est-ce que c'est un message d'espoir ou un message de crainte? D'abord, c'est un message d'amitié. L'Europe fait ce qu'elle peut faire, certainement, parce que l'Europe aussi a ses difficultés, vous le savez bien. Parfois, quand nous regardons ce qui se passe en Europe, nous avons aussi parfois peur de ces phénomènes, que ce soit de violence, de chômage qui a l'air d'affecter l'Europe plus que l'Afrique, parfois quand on regarde. Alors tout cela, nous disons que l'Europe fait ce qu'elle peut faire, mais à côté, l'Afrique, bien sûr, pour des raisons historiques, a besoin de savoir que l'Europe fait toujours un peu plus. Est-ce que l'image de l'Europe n'est pas en train de se ternir, notamment en raison de certaines incohérences? Vous parliez des violences, vous faisiez, je suppose, allusion à l'ex-Yougoslavie. Est-ce qu'il n'y a pas